Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Whisper, une IA de OpenAI, donc les créateurs de ChatGPT. Whisper est une IA qu'on peut télécharger et qui s'exécute hors ligne sur votre PC ou sur votre Macintosh. Elle n'a donc pas besoin d'être connectée à l'internet et ça peut être très pratique. De plus, elle offre plusieurs modèles d'apprentissage, du plus léger, donc rapide, au plus lourd, donc lent. La précision de retranscription sera donc en fonction du modèle choisi. Dans cette vidéo, nous allons voir premièrement l'installation sur PC, deuxièmement l'installation sur Mac, troisièmement un exemple d'exécution sur une de mes vidéos, quatrièmement la comparaison entre les modèles, cinquièmement le script Python que je mets à votre disposition et qui sera disponible dans la barre d'information, sixièmement un outil sans programmation mais qui hélas est payant, et puis septièmement une petite conclusion comme d'habitude pour clore la vidéo. Bon visionnage. Alors on va commencer avec le GitHub de OpenAI, donc vous allez voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc on trouve d'abord une petite description de ce que c'est, donc là vous voyez tous les fichiers, et puis on trouve ensuite une explication assez grossière de comment ça marche. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder, c'est pas nécessaire absolument de regarder cela. Ensuite vous avez quelques étapes d'installation, mais je vous montrerai une autre façon de faire. Ici vous avez des détails sur les modèles, donc vous avez le Tiny, le Base, le Small, le Medium et le Large, et vous voyez que évidemment le Tiny il est très rapide, 32x, sachant que la référence c'est le Large qui est 1x, et donc plus on monte en gamme, plus c'est précis, mais aussi plus c'est long. Et plus la taille aussi du modèle qu'il va télécharger va être grande, donc ça dépend aussi de votre place disque. Alors le modèle en lui-même, il est capable de traiter plusieurs langues, comme vous le voyez, de nombreuses langues, et on voit par exemple que le français est assez précis, même s'il est quand même beaucoup moins précis que l'anglais. Donc vous avez après quelques informations sur comment vous pouvez utiliser le script qui est fourni avec, mais il est un peu basique, donc c'est pour ça que je vous ai fourni dans la barre d'information un petit script d'installation. Vous avez toutes les commandes que vous allez voir juste après pour Macintosh et pour Windows, et vous allez avoir une description du script alternatif que je vous propose, mais on va en parler plus tard. Donc nous voilà dans l'environnement Windows. Donc on va lancer le PowerShell avec la touche Win plus X, et donc il faut choisir le PowerShell en mode administrateur. Alors ensuite on va lancer les différentes commandes que vous trouverez dans le GitHub, sachant que je les ai déjà évidemment installées sur ce PC, donc à chaque fois il va un petit peu râler pour dire que c'est déjà fait. Je le fais quand même pour que vous puissiez voir l'enchaînement des différentes commandes, mais évidemment tout est déjà installé. Donc encore une fois, vous retrouverez les commandes sur le GitHub, dont vous aurez le lien en description. Donc on va installer un gestionnaire de package, on va installer évidemment Git, on va installer Whisper, et on va installer un outil qui permet de télécharger des vidéos YouTube pour en extraire l'audio. Et puis on va installer évidemment Python. Alors le plus long évidemment c'est l'installation de Whisper. Donc au bout d'un moment, les outils sont installés, on va pouvoir lancer le script Python que j'ai préparé, que vous trouverez sur le GitHub, et puis on va voir le début de l'exécution d'un exemple. Voilà pour ce qui est de l'installation sur PC, nous allons passer maintenant au chapitre suivant.
Alors pour l'installation Mac, on a exactement la même chose, c'est quasiment les mêmes commandes. Là je vous ai mis la version un petit peu accélérée parce que là on télécharge vraiment tous les packages, donc c'est la vraie installation. Donc évidemment il faut accélérer sinon ça serait beaucoup trop long, mais ça vous donne une idée du temps d'installation qui est quand même assez considérable, même si c'est pas des heures non plus, c'est de l'ordre d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc là on installe tous les packages qui sont nécessaires et encore une fois toutes les commandes d'installation sur macOS sont données dans le GitHub. Alors ici nous voyons les différents modèles, du plus petit qui fait 39 mégas à 1 giga 555, donc qui est le plus large, et évidemment aussi en RAM ça prend beaucoup plus de place suivant les modèles entre 1 giga et 10 giga, donc ça dépend un peu de la RAM que vous avez sur votre ordinateur. La vitesse évidemment est proportionnelle à la taille du modèle, puisque évidemment plus on demande un modèle gros, plus il sera précis bien sûr, mais aussi plus il sera lent. Donc la référence c'est le modèle qui est le plus grand, donc qui est x1, et évidemment les fois X que vous voyez à l'écran sont en référence à ce modèle-là. Alors, dans les différences entre la version 0, donc le plus petit modèle et celui juste au-dessus, on voit que la présentation est complètement différente, les retours chariots sont pas au même endroit, et ça c'est difficile pour comparer. On s'aperçoit aussi qu'il a mis charge EPT au lieu de chat GPT, donc évidemment, le plus petit modèle, il est beaucoup moins précis, et on voit que certains mots peuvent être mal orthographiés. C'est quand même une performance qu'il ait réussi dans la version juste supérieure à mettre ChatGPT, parce que c'est quand même pas un nom ou un mot très connu. Alors heureusement, il le connaît parce qu'évidemment c'est la société qui édite aussi ChatGPT, mais enfin c'est quand même pas mal. Alors on voit une autre erreur ici, si elle vous plaît vraiment beaucoup, dites-le partout au lieu de partout, donc évidemment ça va pas. Donc voilà, on peut avoir comme ça un certain nombre de petites erreurs qui vont se glisser. Alors donc plus on est dans les modèles petits, plus il va falloir vraiment prononcer extrêmement bien, faire des pauses, ne pas parler trop vite. Alors ici on regarde la différence entre le modèle 1 et le modèle 2. On voit aussi pareil que les retours chariots sont pas placés au même endroit, ce qui ne facilite pas la comparaison. On voit le chapitrage, là, tout est à peu près mis sur la même ligne, et dans la version juste au-dessus, c'est un peu mieux orienté. Ici, on voit qu'il a mal compris, on a rentré à pas dans les détails, au lieu on ne rentrera pas dans les détails.
Donc bon, c'est pareil, le modèle 1 est un peu délicat, et ici il y a une grosse surprise, c'est qu'il a rajouté un texte sous-titre réalisé par la communauté d'Amara.org. Je n'ai jamais dit ça, jamais dit ça. On pourra le vérifier sur la vidéo si besoin en est, mais c'est absolument sûr que j'ai jamais dit ça, évidemment. Donc là, il a un peu halluciné. Donc là, on regarde entre le modèle 2 et le modèle 3. Donc on s'aperçoit que premier est écrit avec un chiffre et puis ici en toutes lettres. Bon, c'est un petit point de détail. Et que dans le modèle 2, il a réussi à trouver l'intonation qui était une question, mais pas dans le modèle 3, ce qui est assez bizarre. Donc voilà, on peut avoir comme ça, encore une fois, des choses qui sont différentes. Alors chatbot est un peu mieux orthographié, ou en tout cas il n'y a pas d'espace entre chat et bot, ce qui est une convention souvent. Donc voilà, on peut avoir des petites différences. Alors cofondateur, alors que Q-U'-AU. Évidemment là ça veut pas dire du tout la même chose, c'est pas très compréhensible. Donc évidemment il y a des différences, hein, et plus on monte en gamme, moins théoriquement on devrait en avoir, mais il y a quand même des différences, c'est pas parfait, loin de là. Et puis alors on remarque que l'hallucination de la fin là apparaît aussi dans la version 3. Donc manque de bol, la version 3 n'a pas permis d'éliminer cette hallucination, c'est un peu dommage. Alors on voit aussi ChatGPT, c'est marqué chaque GPT-5, et dans l'autre version 3 c'est ChatGPT-5. Alors c'est sûrement parce que je prononce mal et que je parle très vite, donc d'où l'intérêt quand même de bien prononcer. Et c'est pareil, les interrogations sont plus ou moins retranscrites, ce qui n'est pas facile de savoir qu'une phrase est sur le mode interrogatif, faut quand même y mettre une sacrée intonation. Il faut quand même qu'il détecte l'intonation. Alors là, on est dans la comparaison entre le modèle 3 et le modèle 4, sachant que le modèle 4 se trouve à gauche. Donc vous voyez que il a mangé en modèle 4 toute une partie du chapitrage. Alors c'est vraiment très très bizarre, parce que justement, normalement, le modèle 4 est censé être plus performant. C'est assez incompréhensible. Alors bon, il y avait un petit peu, je crois, de musique de fond derrière, parce que c'est ça qui l'a perturbé, mais c'est quand même bizarre. Donc encore une fois, on voit que cette vidéo ne rentre pas dans les détails, et dans le modèle 3 ne rentrera pas dans les détails, et c'était bien ça que j'ai dit, ne rentrera pas. Donc moi là, jusqu'à présent, je préfère la version 3, qui est moins gourmande en mémoire, et finalement qui n'est pas si peu performante que ça. Alors c'est pas si clair que ça, on voit que des fois le modèle 4 se comporte mieux et le modèle 3 un peu moins bien, mais globalement ce que j'ai constaté c'est que je suis plus satisfait de la version 3. Donc voilà, plein de petites modifications un peu partout, difficile parfois de savoir si c'est juste les retours chariots qui sont pas au même endroit et qui perturbent l'outil de comparaison, ça c'est sûr. Mais du coup, combien il y a vraiment de différence entre les deux? Assez difficile à savoir. Voilà, beaucoup de modifications. Oui, alors là, ce qu'on constate, c'est que les chiffres sont pas écrits de la même manière. Dans un cas, il met un espace entre les centaines et les milliers, et puis dans l'autre cas, pas. Bon, ok. Donc GPT 3.5, GPT 3.5... alors là, il met chat GPT 3.5, donc effectivement, c'est pas terrible. Ok. Chat GPT encore 3.5, alors c'est peut-être moi qui prononce mal. Hein. J'ai parfois pas une diction extrêmement claire, donc on va dire que c'est de ma faute. Par contre là, c'est bien orthographié. Voilà, alors on retrouve cette histoire de sous-titres réalisés par la communauté d'Amara.org que j'ai jamais dit. Et surprise, on va voir qu'il a ajouté une petite phrase encore à la fin. Merci à mes tipeurs et souscripteurs, ce qui n'est pas possible puisque je ne demande pas de tips. Donc c'est assez étonnant ces hallucinations qu'il rajoute. Vraiment une surprise.
Alors maintenant nous allons voir le script Python que je vous ai concocté. Donc au départ on a l'inclusion de toutes les librairies dont on a besoin. Une première fonction qui va récupérer l'audio à partir d'une vidéo YouTube. Donc vous lui donnez l'URL en entrée. Donc il récupère le titre, il crée le fichier à partir de là et il utilise un appel système pour lancer YT-DLP pour en extraire l'audio. Ensuite, nous avons une fonction qui convertit une vidéo en audio, donc qui va permettre effectivement de faire de l'extraction d'audio à partir d'une vidéo qui cette fois-ci est sur votre disque. Donc là, c'est pareil, on va faire un appel système à FFmpeg qui va faire la conversion. Ensuite, nous avons une petite fonction qui n'était pas obligatoire, mais qui fait le chargement du modèle sélectionné. Et là, au lieu de donner le nom du modèle, ce qui n'était pas terrible, je trouve, on donne la puissance qu'on veut, donc 4 étant le maximum et 0 le minimum. Et donc, si vous vous trompez, vous avez une petite aide qui va apparaître sur la console. Et puis, sinon, il va vous donner les caractéristiques du modèle que vous avez sélectionné. Par défaut, donc, la puissance est maximale. Sachant qu'on a vu précédemment que peut-être 3, c'était la puissance la plus adaptée. À voir. Ensuite, nous avons le corps du programme en deux fonctions. La première qui reconnaît le texte dans l'audio. Ici, premièrement, on accepte soit un fichier audio, soit un fichier vidéo, soit une URL. Donc les premières lignes sont là pour effectivement sélectionner lequel des paramètres est rempli et effectivement en déduire ce qu'on voulait faire. Le modèle c'est pareil, soit on peut l'avoir déjà préchargé parce qu'on a déjà fait des transcriptions avant, soit il n'est pas du tout préchargé et donc on va le charger, soit on peut passer donc à un entier qui va nous dire quelle version du modèle on veut. Ensuite, on commence effectivement à lancer la transcription, et puis on met un certain nombre de paramètres, dont verbose égale true, qui va permettre d'avoir une sortie en temps réel pendant qu'il fait son analyse, qui est quand même toujours un peu sympa, mais c'est pas obligé. Ensuite, pour chaque partie qu'il a découverte, qu'il a retranscrite plus exactement, on va faire une petite analyse pour essayer de regrouper les phrases et faire des phrases qui ne sont pas coupées au milieu, et puis supprimer quelques espaces qui sont en double et écrire ça dans un fichier. Voilà, rien de super magique. Et on a la même fonction finalement qui fait la même chose. Alors le début est pareil, suivant ce qu'on veut, si c'est à partir d'une URL, d'une vidéo ou d'un fichier audio. Et ensuite, cette fois-ci, là, le but, ça va être de créer un fichier au format SRT, donc sous-titres, et c'est principalement donc pour créer des sous-titres soit de vidéo, soit de film. Donc rien d'extraordinaire ici. Alors j'avais laissé quelques lignes de texte qui servent à rien, j'en profite pour les supprimer, vous pourrez faire pareil. Je les ai pas corrigés sur le GitHub. À faire. Voilà, rien de spécial, donc on respecte le format du sous-titre SRT. Ensuite on va voir la partie principale, donc la partie qui appelle ces fameuses fonctions, et donc ici on a choisi pour la démonstration d'utiliser une URL d'une de mes vidéos, et puis on appelle donc recognize to text, donc on va générer le texte de cette vidéo. Donc on lui dit je veux le modèle numéro 3, il y a un paramètre qui est la durée du silence, c'était effectivement pour savoir si c'est un nouveau paragraphe ou pas, donc ici je l'ai mis bas parce que effectivement je mets très peu d'espace entre les phrases et les paragraphes au niveau audio, donc je l'ai mis très court, mais c'est ajusté en fonction des vidéos. Alors nous allons voir quelques outils sur Mac, il y en a aussi quelques-uns sur PC, mais beaucoup aussi sur smartphone, un petit peu moins sur PC. Donc le premier, donc c'est Whisper Transcription, et donc il est pas mal parce qu'il permet de lire aussi l'audio pour chaque phrase qu'il a détectée, et il est relativement rapide. Le deuxième c'est Aiko, donc qui produit une sortie visuellement plus intéressante, mais par contre effectivement il n'y a pas forcément la possibilité de relire l'audio pour chaque phrase, et comme on sait qu'il fait des erreurs, finalement c'est quand même pas mal de pouvoir le faire. Alors il est un petit peu plus lent, comme vous pouvez le constater, mais c'est vrai que visuellement on a l'impression d'avoir un texte alors que l'autre c'est des phrases ou des bouts de phrases, donc c'est un petit peu moins sympa, mais ça permet de corriger au fur et à mesure. Alors comme vous le voyez, c'est quand même un peu long. Et évidemment, ça dépend du modèle qu'on a choisi. Sachant que pour certaines de ces applications, si on veut les modèles les plus gros,
il faut payer. Donc ce sont des shareware, on peut dire ça comme ça. Donc les modèles les plus petits sont gratuits, mais si on veut les plus élevés, donc à partir de 3 et 4, c'est payant. Donc Mac Whisper, le dernier, ressemble au premier. Je pense que c'est la même base, d'ailleurs l'IHM est très très proche, donc du coup si vous avez le choix peut-être vaut mieux prendre Whisper Transcribe parce que c'est plus complet au niveau des menus et des options. Voilà, je vous laisse regarder, je vais pas tout commenter. Donc nous arrivons à la conclusion. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Whisper est quelque chose qui est gratuit, d'utilisable sans accès internet, ce qui peut être intéressant, et open source. Il offre différents modèles de taille et de puissance différentes, ce qui lui permet d'être installé sur différents environnements. Il y a même une version optimisée pour Raspberry Pi. Le modèle marche assez bien, mais la transcription n'est pas parfaite, et étrangement elle peut halluciner comme ChatGPT, c'est-à-dire inventer des textes qui ne sont pas présents dans l'audio. Donc attention, parce qu'effectivement il faut tout contrôler, un peu comme ChatGPT aussi. Finalement on voit bien que c'est le même genre de technologie qui est derrière et c'est les mêmes créateurs. Alors comme c'est gratuit, certains ont fait des applications pour smartphone et ordinateur. Ceci est une petite révolution car pour faire une transcription de cette qualité, avant il fallait payer cher, s'abonner à des services de retranscription. Aujourd'hui, grâce à cette application ou à ces couches logicielles, on va pouvoir faire ça chez soi sur son ordinateur en assez peu de temps. Cela donc peut être utile pour transcrire par exemple des notes de réunion ou réaliser les sous-titres d'un vieux film dont on n'aurait pas le fichier de sous-titres, ou tout simplement pour taper le courrier qu'on va lui dicter, et puis évidemment encore une fois faudra contrôler derrière pour être sûr qu'il n'y ait pas des bêtises qui auraient été retranscrites. Donc la vraie surprise là-dedans, c'est effectivement que ça marche plutôt pas mal, mais c'est aussi qu'il hallucine de temps en temps, et ça vraiment je m'y attendais pas du tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Si cette vidéo vous plaît, lâchez un pouce bleu. Si elle vous plaît beaucoup, abonnez-vous. Si elle vous plaît vraiment beaucoup, dites-le partout.